de René Guénon, donc il se peut que ce soir, il y ait des personnes qui connaissent davantage René Guénon que moi. Et si c'est le cas, eh bien, je serai intéressé d'avoir vos commentaires, vos réactions. Alors, c'est un peu dans l'air du temps, mais avec ces présentations virtuelles, c'est difficile pour le présentateur de voir les feedbacks des personnes, de voir si vous suivez, si vous êtes intéressé. Alors, j'y vais un peu à l'aveuglette. J'espère que vraiment que si vous avez des questions, vous allez soit me le signaler par l'onglet des conversations. J'espère que je vais réussir à le voir. Et je pense que ce sera plus intéressant si la question peut venir directement lorsqu'on en parle, comme ça, éventuellement, on peut approfondir le sujet. Et puis, je serais intéressé de savoir ce que vous pensez également. Donc, en fait, je suis tombé sur René Guénon parce que j'ai lu quelques-uns de ses livres et puis j'ai été vraiment très, très intéressé euh, par ses livres en général. Et donc, j'avais envie, à travers cette présentation, de pouvoir moi aussi aller un petit peu plus loin et puis comprendre quelle était la personne, quelle était son œuvre en général, et puis explorer un peu plus profondément le fond de sa pensée. Donc, René Guénon, c'est quelqu'un qui a vécu entre 1886 et 1951, donc il y a à peu près 100 ans. Et on va commencer par la première question, qui est René Guénon? Et quelque part, c'est un peu paradoxal, mais c'est aussi la question un peu la plus compliquée, parce qu'on a du mal à bien définir qui il était. Alors, en général, on se met d'accord, les spécialistes, les historiens se mettent d'accord pour dire que c'était un auteur spirituel français. C'est une figure inclassable de l'histoire culturelle donc, du XXe siècle. En général, on le définit plutôt comme métaphysicien, même si lui-même avait du mal à se définir comme tel. Pour lui, il préfère le mot connaissance à métaphysique, et il distingue la connaissance de la science dure qu'on connaît. Il a de son vivant édité 17 recueils, et après sa mort, au total, il aura jusqu'à 27 recueils. Donc, une œuvre assez riche. Et sa vie s'inscrit dans un contexte historique spécifique, celui d'une société européenne en crise, bouleversée et questionnée jusque dans ses fondamentaux par la tragédie de la Première Guerre mondiale. Et cette guerre manifestait pour Guénon le grand danger de l'Occident, qui ne se situe pas en dehors de lui, mais en lui, dans la société moderne. Et René Guénon voulait sauver la société dans laquelle il vivait. C'est pourquoi, tout au long de son œuvre, il fournit une critique très sévère du monde moderne. Et il va chercher à réinsérer dans le cœur de la société occidentale, et notamment française, une notion métaphysique qui finalement est presque inconnue à cette époque. Et à travers ses écrits, il va chercher à redonner au lecteur une orientation de vie conforme aux principes moraux et métaphysiques traditionnels, en le détournant du matérialisme. Et c'est vraiment ce que je trouve qu'on ressent dans les quelques livres que j'ai pu lire. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il est vraiment, ces livres sont en cela assez uniques à lire. Et il a beaucoup en fait influencé les intellectuels de son époque. On pensera par exemple à Malraux ou encore à André Gide ou Romain Rolland, des personnes, des intellectuels français qui ont laissé une place importante dans l'histoire. Alors, on va commencer par, on va essayer de dérouler la trame de sa vie et puis de son œuvre à peu près en parallèle. Donc, on va commencer avec sa jeunesse. Il est né à Blois le 15 novembre 1886. Il est né dans une très bonne famille de la bourgeoisie catholique. Donc, quand on parle de très bonne famille, on veut dire une famille plutôt aisée. Alors, Blois, pour ceux qui ne situent pas très bien, je vous l'ai mis sur la carte de France, le point rouge ici. Blois, c'est une ville des régions de la Loire, et c'est une ville qui est vraiment intéressante à visiter, soit dit en passant, parce que si vous voulez faire les châteaux de la Loire, c'est vraiment l'étape importante. Par exemple, juste à côté de Blois, vous avez le château de Chambord. Et donc, Blois est vraiment, vraiment très, très sympa à visiter. Je vous le recommande si vous ne connaissez pas.
Donc, il est originaire d'une famille à la base de vignerons et son père va en fait faire rupture avec la tradition familiale et va faire plutôt exercer un métier d'architecte. Et pour cela, il va avoir une formation scientifique et une formation mathématique assez poussée qui vont beaucoup influencer Guénon. Il va grandir vraiment avec les mathématiques en tête et puis ils vont également grandir dans un environnement très catholique, très pratiquant. Jusqu'à ses 19 ans, il va vivre à Blois. Et puis après, en 1904, donc un tout petit peu avant ses 19 ans, il va partir pour Paris pour continuer en fait ses études. Initialement, il voulait faire des études de mathématiques et puis il va se réorienter petit à petit vers la philosophie jusqu'à même se présenter pour une thèse en philosophie. Donc, en 1904, comme je vous l'ai dit, c'est son départ pour Paris, et puis cette période, 1904 jusqu'à 1920, qui va correspondre en fait à sa formation intellectuelle. Parce qu'il part à Paris avec le but de faire ses études, mais une fois arrivé dans la capitale, il va également découvrir l'occultisme du Paris de la Belle Époque. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par occultisme? C'est la volonté, en fait, de concilier le progrès et la religion. La foi dans le progrès avec la religion, plus on avance dans le progrès, et plus se révèle le véritable sens des religions. Et c'est ce que ces cercles, en fait, cherchent à mettre en avant, et il va beaucoup fréquenter les cercles de la franc-maçonnerie et de l'ésotérisme chrétien en parallèle de ses études. Et il va également s'intéresser à beaucoup d'autres religions. Donc on a dit qu'il était catholique, très pratiquant, mais il va faire beaucoup de rencontres qui vont l'amener à explorer d'autres traditions. Et on pense notamment au Vedanta hindou. Il va aller jusqu'à voir un maître spirituel hindou qui va l'orienter vers cette tradition-là. Il va avoir également, parmi ses amis, une personne qui va lui apporter une des premières traductions en français du Tao, et donc il va s'intéresser de très près au taoïsme. Il va également être initié à l'islam soufi par d'autres de ses amis. Donc on voit qu'il a vraiment un intérêt très fort pour les autres traditions, les autres religions, et pas uniquement une connaissance de façade, mais il va vraiment chercher à comprendre le fond du message à chaque fois. Et en même temps, donc là, c'est sur sa partie de formation intellectuelle. Et en même temps, lorsqu'il est à Paris, donc, il va fréquemment retourner à Blois pour visiter sa famille. Et puis en 1912, il va rencontrer Berthe Laurie, qui va finalement devenir son épouse. Donc ils se marient tous les deux en 1912, et puis ils vont s'installer à Paris. Alors ils s'installent à Paris sur l'île Saint-Louis, qui est au centre de Paris. Et puis, ils vont vivre avec une de leurs nièces, parce qu'eux deux n'ont pas d'enfants, mais ils vont en fait élever cette nièce. Donc, voilà un peu leur contexte, le contexte familial de René Guénon. Ils vont vivre tous les trois à Paris avec cette fille qu'ils élèvent comme leur propre enfant. Et puis cette initiation aux différentes traditions religieuses qu'il va essayer de comprendre et qui va finalement beaucoup influencer sa pensée et par la suite toute son œuvre en fait qui va essentiellement tourner autour de cela. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on soit tous sur la même page. Donc j'aimerais qu'on définisse l'ésotérisme et la gnose parce que c'est deux termes qui sont assez indispensable pour comprendre l'œuvre de René Guénon. De façon générale, l'ésotérisme, ça désigne l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. L'ésotérisme, en fait, traduit à la fois l'importance de l'initiation et aussi le fait que la compréhension ne peut venir que de l'intérieur. Donc, on a un petit peu cette similitude que je vous ai montrée avec en bas à droite de l'écran la noix. Vous avez la noix qui est la coque de la noix, qui est la phase extérieure en fait, de la tradition ou d'une religion, et puis l'intérieur, qui est la noix, qui est le fruit, qui est l'essence même en fait, de cette tradition, et que les initiés cherchent à connaître.
Et René Guénon lui-même définit l'ésotérisme et l'exotérisme, donc son opposé, ce qui est extérieur. Il va dire que l'exotérisme, ça comprend ce qui est élémentaire, plus facilement compréhensible et par conséquent susceptible d'être mis plus largement à la portée de tous, s'exprime seulement par l'écrit. À l'inverse, l'ésotérisme, ce sur quoi il va vraiment mettre toute son attention, approfondit d'un ordre plus élevé et s'adresse comme tel aux seuls disciples réguliers de l'école, préparés tout spécialement à le comprendre. Elle est donc uniquement enseignée par une voie orale. Et donc, quand on est dans ce champ lexical, on va aussi voir la gnose. Et la gnose, c'est une approche philosophique et religieuse selon laquelle le salut passe par la connaissance directe des choses divines, donc de soi-même. Un gnostique, typiquement, c'est quelqu'un qui a acquis une connaissance supérieure, une connaissance spirituelle des choses. Et c'est deux notions qui sont extrêmement importantes pour Guénon pour comprendre le message qu'il cherche à adresser. Et on voit bien que la gnose est indissociable de l'ésotérisme parce que la connaissance est communiquée par l'initiation. Donc, lorsque l'on rentre dans la voie ésotérique, on va chercher à acquérir cette connaissance, cette gnose. Et donc, on en vient à sa pensée. Alors, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il arrive à Paris, il découvre l'occultisme de la Belle Époque, et l'occultisme, c'est cette volonté de concilier le progrès et la religion, la foi dans le progrès avec la religion. Et en fait, pour René Guénon, c'est tout l'inverse. Plus on avance dans la modernité, et moins on a la possibilité d'accéder aux traditions religieuses. En fait, la modernité est intimement liée au matérialisme, au besoin croissant de matériel pour assurer notre confort. Ce besoin, qui est issu du matérialisme, finit par faire barrière avec la quête spirituelle. Elle nous empêche de nous détacher des choses matérielles pour accéder à la connaissance supérieure, la connaissance du divin, la connaissance qui est transmise par ces traditions. Et donc, il cherche à réconcilier l'Orient avec sa tradition profonde, la tradition chrétienne, la tradition de l'Europe occidentale. Le message central de la tradition, c'est l'unité transcendante des religions, l'interprétation ésotérique, donc l'interprétation sur le fond même de la tradition, des différents textes religieux qui apportent en fait le même message selon Guénon. Et c'est un état de retour à la tradition à travers une initiation. Et donc ça, c'est le moyen. Et c'est pour ça que l'initiation, ce moyen, il le perçoit comme quelque chose d'extrêmement important. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il reproche en fait à l'époque moderne, puisqu'il est catholique, à l'Église également, puisque au-delà du modernisme, il y a l'Église catholique qui est directement dans sa visée. Et lui, il reproche à l'Église catholique son manque de sens sacré et de l'intellectualité pure qui animait l'Église au Moyen-Âge. La mission que l'Église jouait, son rôle dans le monde. Et selon Guénon, l'Église catholique a perdu complètement ce rôle majeur au début du XXe siècle. Et c'est, selon lui, en grande partie ce qui explique le déclin, en fait, de la crise du monde moderne de l'Occident. Donc son souhait, c'est vraiment de reconstituer une élite intellectuelle capable de corriger les mauvaises directions de l'Occident moderne. N'hésitez pas à me signaler si vous avez des questions. Je ne vois pas... Non, je n'ai pas de questions. Bon, je continue. Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de questions. Très bien. Ça va. Donc, le fond même de toute son œuvre, de toute sa pensée, c'est la tradition primordiale. La tradition, c'est l'intuition fondatrice, un message commun à toutes les religions, à toutes les traditions religieuses de l'humanité. Chaque religion peut se remonter à une doctrine commune, et ces religions conservent une vérité sous-jacente héritée de la tradition primordiale. Donc, à chaque fois, on retourne vers un centre commun
où le message à chaque fois est commun. Et pour lui, l'Occident d'aujourd'hui, de son époque en tout cas, s'est converti au rationalisme, au matérialisme dès la Renaissance. Et il ne reste à ce jour, pour lui, que quelques bribes de ces traditions dans les milieux comme la franc-maçonnerie ou la tradition chrétienne qui est assez écartée de l'Église catholique dans son ensemble. Voilà, donc c'est ce qui va, ce message un peu général comme ça que je vous donne, c'est ce qui va vraiment faire la trame de fond de son œuvre. Et donc, le premier livre qu'il va publier, c'est en 1921, c'est ce livre à gauche, L'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. C'est un livre à travers lequel il va montrer non seulement sa connaissance, mais aussi l'intérêt d'approfondir une tradition différente de celle occidentale. Et à travers la tradition hindoue, il va montrer à quel point l'Occident, on peut aussi s'enrichir de ces traditions en comprenant ce qu'elle a perdu finalement du message primordial qu'elle avait initialement et qui, selon Guénon, perdure de façon plus importante dans la religion hindouiste. Voilà, donc je vous montre, alors comme je vous l'ai déjà dit, il va publier jusqu'à 27 livres, donc ils ne sont pas tous là, mais je vous ai cité quelques-uns des plus importants. On a en 1924 Orient et Occident. En 1927, on aura La crise du monde moderne. Donc comme son nom l'indique, ça va être un livre vraiment centré sur l'état de crise de l'Europe. Et puis, un des derniers grands succès de son livre, qui sera en 1947, Le règne de la quantité. Donc voilà, plusieurs ouvrages à travers sa vie qu'on va pouvoir explorer un peu. Mais forcément, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quelle était la critique de sa pensée. Vous pouvez imaginer que la critique qu'il avait vis-à-vis de l'Église catholique n'a pas forcément été toujours bien reçue. Donc, c'est ce qu'on va aussi voir. Alors, avec son livre, son premier grand succès, en fait, donc son premier livre, je vous ai dit, c'était en 1921, il lui a fait gagner une vraie notoriété parmi les intellectuels parisiens. Mais son second livre, Orient et Occident, en 1924, lui, va vraiment lui donner une notoriété très forte vers un public beaucoup plus large. Et il va vraiment devenir à cette époque-là, donc dans les années 30, une figure incontournable en France, ce qui est je dois dire, pour un Français comme moi, assez surprenant parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on a aujourd'hui d'aussi connu. Et donc, on voit vraiment qu'il a eu une période de très grande notoriété dans les années 30, 40, 50. Et puis, petit à petit, il y a eu un déclin de cette notoriété. Mais le but aussi de ce genre de conférence, c'est peut-être de redonner un intérêt à son œuvre. Et donc, à la suite de ce livre, Orient et Occident, qui part en 1924, il va y avoir ce qu'on va appeler la querelle des appels de l'Orient. Donc, comme son nom l'indique, il va y avoir ce conflit parmi les intellectuels pour savoir est-ce que vraiment les traditions qui viennent de l'Orient doivent nous remettre en tant qu'occidentaux en question, ou est-ce que, au contraire, il faut se recentrer sur nous et pas considérer l'Orient comme quelque chose d'un point de réflexion sur lequel on devrait se reconsidérer. Et Romain Rolland, c'est un auteur français très, très influent à cette époque-là. Il va beaucoup apprécier la pensée, il va être beaucoup influencé par la pensée de René Guénon, et il va aller jusqu'à dire que la culture occidentale ne nous suffit plus, tournons-nous vers les grands maîtres hindous. Donc vous voyez que lui, il a vraiment épousé, peut-être même plus que René Guénon lui-même, l'idéologie suivant laquelle il faut s'inspirer d'une tradition de l'Orient. À l'inverse, on va voir Jacques Maritain, qui lui est un philosophe également très influent à cette époque-là, un fervent catholique également, et lui, il va être complètement opposé à la pensée de René Guénon. Il va même dire, il faut bien avouer que le remède proposé par M. Guénon ne serait propre qu'à aggraver le mal.
Donc lui, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il soutient. Et d'ailleurs, il va même, pour l'anecdote qui est assez marrant, je trouve, il va même aller jusqu'à essayer de faire passer les livres de Guénon sans succès, mais il va essayer de les faire passer dans la liste des livres hérétiques de l'Église. Donc vous voyez qu'il est vraiment en opposition complète avec Guénon, qui, encore une fois, Guénon, lui, est un catholique un croyant, il faut le rappeler. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Et en fait, René Guénon, lui, il va essayer, il va avoir cette phrase-là qui est intéressante. Il va dire, appuyons-nous sur ce qu'il reste de commun, d'universel, pour faire renaître l'Église catholique et redresser l'Occident. Donc, il a quand même une vision qu'on peut considérer d'assez positive quand même. Alors, un petit retour sur sa vie et un événement assez tragique. Sa femme va décéder en 1928. Donc, Berthe Laurie décède. Et à la suite de cela, la nièce qu'ils éduquaient tous les deux ensemble lui est retirée parce que pour les mœurs de l'époque, une jeune fille ne peut rester avec un homme seul. Et donc, une fois seul, sa vie va être très chamboulée. Et il va faire la connaissance d'une riche veuve américaine qui s'appelle Madame Dina Shillito, et qui va beaucoup s'intéresser en fait à l'œuvre de Guénon. Elle va vraiment chercher à l'assister financièrement et puis même d'un point de vue aussi plus complet sur ses travaux. Par exemple, René Guénon arrive donc dans cette fin d'année, la fin des années 20, pardon. Il arrive à un moment où il a besoin de se retirer de la vie parisienne, du tumulte parisien. Et elle, qui est une personne très riche, elle possède un château en Alsace qu'on voit sur cette photo. Et elle va lui proposer de venir se retirer avec elle dans son château en Alsace pour travailler à tête reposée et puis pour pouvoir avancer ses travaux. Donc ensemble, ils vont partir et puis vivre dans ce château. Et puis elle va également le soutenir financièrement et ensemble, ils vont fonder l'édition L'Anneau d'Or, donc, qui deviendra par la suite l'édition Vega. L'édition Vega qui est l'édition sur laquelle beaucoup de ces ouvrages vont paraître. Donc, par exemple, c'est avec un petit Vega comme ça, là, hop, ici. Donc, voilà, ça, c'est le symbole des éditions Vega. Donc, ça, c'est le tournant avec la rencontre de Madame Shillito. Et en fait, peu de temps après, ils vont décider ensemble de partir pour le Caire. Alors, pourquoi le Caire? On n'a pas beaucoup d'informations, mais il semble que René Guénon aurait voulu récupérer quelques manuscrits qui étaient au Caire. Donc, ils partent initialement pour un séjour de 3 mois. Et on ne sait pas très bien ce qu'il se passe, mais à la fin des 3 mois, Dina Shillito rentre en France et lui décide de prolonger. Donc, il décide de prolonger encore 3 mois, 6 mois. Et puis, apparemment, une séparation assez claire se fait puisque Dina Shillito, elle, se remarie 6 mois après. Donc, la coupure est complète cette fois. Et lui, il va décider finalement de continuer à rester au Caire et puis il va y rester jusqu'au point de finalement plus jamais revenir en France jusqu'à sa mort. Donc, il va s'installer définitivement au Caire. Alors, dans un premier temps, au Caire, il va s'installer près de l'université Al-Azhar, qui est une très grande université du monde musulman en Égypte, qui est très, très connue. Donc, il va s'installer dans un hôtel à côté et puis il va se mettre à fréquenter la mosquée, qui est la mosquée d'Al-Azhar à côté. Est-ce que cela signifie qu'il est devenu musulman? Selon René Guénon, non. Il dira qu'il ne s'est pas converti à l'islam, mais suivant sa conception des différentes traditions, il peut embrasser complètement la tradition musulmane et surtout la tradition soufie qu'il va suivre sans renier ses propres convictions religieuses. Donc, il va se mettre à faire la prière fréquemment, aller à cette mosquée, et puis donc il va rencontrer une personne qui est enseignant
dans cette université à Lazare. Et puis, il va finalement rencontrer cette personne et puis se marier avec une de ses filles. Donc, l'objectif si on essaie de résumer son intérêt dans le départ en Égypte, c'est certainement qu'il va chercher à vivre en fait la tradition et l'initiation que lui-même recommande. Il va chercher vraiment à réaliser la théorie sur laquelle il a réfléchi pendant ces années à Paris, et il va vraiment chercher à la réaliser au Caire. Et c'est certainement pour cette raison qu'il ne voudra pas rentrer par la suite en France à Paris, parce que c'est en Égypte et au Caire qu'il va trouver cette possibilité de réaliser sa pensée. Donc, comme je vous l'ai dit, il va rencontrer cette femme égyptienne avec qui il va se marier en 1934, et puis ils vont avoir ensemble 4 enfants. En 1948, il va même aller jusqu'à prendre la nationalité égyptienne par rapport à certains papiers dont il aurait eu besoin vis-à-vis de ses enfants. C'était plus pratique pour lui. Donc, il va devenir égyptien, et il déclara même « Je me sens plus chez moi ici qu'en Europe ». Donc, voilà, la transition est complète. René Guénon est maintenant égyptien. Mais néanmoins, il garde un contact très fort avec Paris et surtout avec les intellectuels parisiens. Il reste très influent en France. Donc, il a beaucoup de correspondances. Il écrit chaque jour beaucoup dans des revues, pour différents articles. Et puis, à la sortie de la guerre, en 1947, il va publier ce livre dont je vous ai mentionné un peu plus loin, Le règne de la quantité, le règne de la quantité, suivant les spécialistes de René Guénon, est vraiment le chef-d'œuvre de ce qu'il a fait, en fait. C'est vraiment le meilleur de ses livres. Malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas encore lu. Donc, si jamais l'un de vous l'a lu, je serais vraiment content de savoir ce que vous en avez pensé, et si vous avez des choses à ajouter sur ce livre, parce que malheureusement, moi, je ne l'ai pas encore lu. Mais donc voilà, c'est un nouveau succès, ce livre, qui va continuer à renforcer sa notoriété en France. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'il vit en Égypte, il va vraiment chercher à vivre vraiment déconnecté de tout. Mais pourtant, son influence en France reste très forte, et ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'intellectuels français qui vont venir au Caire. À cette époque, le Caire a beaucoup d'intellectuels français qui viennent dans la ville, et lorsqu'ils font un passage au Caire, à chaque fois, ils vont chercher à rencontrer René Guénon, mais lui ne va jamais leur accepter de les recevoir. D'ailleurs, son adresse est tenue secrète. Il ne veut parler à personne. Même André Gide, qui est un auteur très, très important, donc un prix Nobel de littérature, qui va venir au Caire, qui va se dire très influencé par l'œuvre de Guénon, mais il ne pourra pas le rencontrer. René Guénon reste vraiment avec sa famille, et puis quelques-uns de ses très très proches. Il y a vraiment très peu de personnes qui vont pouvoir avoir cette chance, cet honneur de pouvoir lui rendre visite au Caire. Et parmi ce petit groupe de personnes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a un qui s'appelait Martin Lings. Et Martin Lings, c'est un auteur, un philosophe anglais, qui est né en 1909, et donc il a un peu plus de 20 ans de moins que René Guénon. Et il va vraiment faire partie de son cercle, presque comme un disciple, en fait. René Guénon va être un maître à penser, un maître spirituel pour lui. Et donc, Martin Lings va être très influencé par René Guénon. Et c'est une des seules personnes, en fait, que j'ai trouvé qui puisse nous donner par la suite une interview. Donc, c'est une interview de 1971, je crois. Donc, Martin Lings, lui, il a vécu presque 100 ans, entre 1909 et 2005, je crois. Et je trouve intéressant cette vidéo que je voudrais partager avec vous.
parce que justement, on a directement le disciple qui nous donne son point de vue. Donc, une vidéo assez courte d'une minute que j'aimerais qu'on écoute ensemble. Donc, Martin Leeds est en anglais et il va faire cette petite vidéo en anglais. Je pense que la plupart d'entre vous ne seraient pas gênés par cela. Voilà. I found the books of René Guénon, a French writer who wrote with the idea. I found a French writer who wrote with the idea that religion needed to be presented in a different way to the intelligentsia of France and to other people of other countries who were intelligent. And his work had two aspects. He maintained that the trouble with the modern world, and I knew that the world was wrong, that there was something seriously wrong with the world, despite what everybody told me. And when I read this in his books, he said that since the Middle Ages, in the West, religion has become more and more sentimental, with less and less offer to the intelligence. And he said that all the troubles of the modern world, the modern civilization itself, has come into existence because men's minds were not occupied with religion at all. Religion offered their minds nothing. Their minds were set free for other things, and the modern civilization is the result. Voilà, donc cette vidéo de Martin Leeds que je trouve très intéressante et sur laquelle j'aimerais conclure cette présentation. Donc, René Guénon meurt au Caire, en Égypte, le 7 janvier 1951. Il a alors 65 ans. Et il va laisser, comme je l'ai dit, une profonde influence sur ses contemporains, sur les intellectuels, et une influence qui va quand même perdurer. Et ce que je trouve, à titre personnel, assez incroyable avec Guénon, c'est sa rigueur en fait morale incontestable qui consistait à mettre en accord sa vie avec sa pensée. On le voit, il va aller jusqu'à vivre en fait son initiation et partir complètement tout laisser et puis partir refaire sa vie complètement au Caire. Je trouve que sa capacité à s'intéresser et à comprendre le sens profond des autres religions pour en tirer un message commun est vraiment unique et intéressante, surtout pour notre époque, qui est encore complètement d'actualité en fait. Et c'est ce qui fait de lui un artisan de paix, parce qu'il cherche à travers ce message commun à réconcilier en fait les différentes traditions. Et par rapport à ça, je trouve son message plus que jamais d'actualité face à la modernisation et la multiplication des biens matériels dans lesquels nous nous trouvons et le confort qui en résulte. En fait, René Guénon nous pousse, à travers ses lectures, à avoir une réflexion sur quel est l'impact que tout cela a sur notre spiritualité, que l'on soit croyant ou non croyant. Comment est-ce que cette modernité va nous affecter spirituellement? Et il offre ainsi un regard nouveau au concept de tradition primordiale, ce qui est vraiment le centre de son message. Je trouve intéressant de regarder les autres traditions, d'autres religions, en essayant de réfléchir quel pouvait être effectivement ce message central, ce message primordial qui pourrait nous reconnecter avec ce que chacun vit. Et je trouve cela vraiment bienvenu dans notre époque, et même en 2020. Donc voilà, et je finissais avec cette signature en bas d'écran de René Guénon, effectivement, pas la mienne. Voilà, donc si vous avez
des questions ou des commentaires. J'essaie de regarder. Tu m'entends? Oui. Je m'occupe. Je ne vois pas de questions écrites, mais j'invite toutes les personnes qui désirent poser des questions. Vous avez simplement à remettre votre micro en marche. Il faut simplement cliquer sur Unmute et vous aurez la possibilité de poser des questions. Et si jamais il n'y a pas de questions, j'aimerais savoir s'il y a une ou des personnes qui ont déjà lu René Guénon, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont retiré de leur lecture, s'ils ont quelque chose à nous faire partager, ce serait intéressant aussi. Alors. Mhm. Des questions? Je vais commencer si c'est possible. Avec plaisir. Il faut bien qu'il y en ait un qui lance le débat. Ouais, bah, écoute, je ne connaissais pas personnellement René Guénon ni son œuvre. Et bon, par ton intermédiaire et par ton exposé, j'en ai appris quand même beaucoup plus sur lui. Voilà. Donc d'abord, je voulais te féliciter pour la qualité de ton intervention, qui n'était pas évidente quand même, parce que bon, certains vont dire oh, c'est intellectuel, ça vole assez haut. Mais bon, j'ai été fort intéressé par ce que tu as dit. Tant mieux. Merci, c'est gentil. Il y a une chose que je n'ai pas tellement bien intégrée, bien compris, c'est pourquoi, de quelle façon il a évolué finalement relativement vite entre la religion catholique qu'il pratiquait et la religion islamiste. Non, parce qu'il disait qu'il fallait s'appuyer sur la religion catholique pour relancer l'Occident, et peu de temps après, finalement, après son départ au Caire, et peut-être suite à son mariage d'ailleurs, il a dit je me sens plus chez moi ici au Caire qu'en Europe. Donc, qu'est-ce qui justifie finalement ce changement important, radical même peut-être, de sa façon de penser, la religion catholique et islamiste par la suite? C'est une bonne question en fait. Et d'ailleurs, c'est une question que beaucoup de spécialistes de René Guénon se sont posées. Alors, c'est difficile de connaître exactement ce qui lui est passé par la tête dans les détails, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, et ce que beaucoup de spécialistes ont dit, c'est qu'en fait, il aurait déjà été initié à l'islam soufi, lorsqu'il était à Paris, en fait, parce que dès ses études à Paris, il a rencontré quelques personnes qui étaient déjà musulmans très pratiquants, des soufis très impliqués, et donc, suivant l'avis de beaucoup, il aurait déjà été à ce moment-là très influencé. Mais ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que à travers son œuvre, il semblait vraiment très, très influencé par l'hindouisme. Et c'était vraiment une tradition qui semblait vraiment épouser à titre personnel. Et c'est par rapport à ça, c'est assez étonnant qu'on le voyait un peu prendre la direction de l'hindouisme. Et finalement, il a bifurqué vers l'islam. On peut comprendre cela néanmoins par le fait que dans les années 50, au Caire, il a eu plus facilement accès à le genre d'initiation qu'il recherchait, c'est-à-dire directement avec un maître spirituel, quelque chose de très simple, une transmission orale, un respect des maîtres et ce genre de choses. Néanmoins, dans ses écrits, lui, il ne cherchait pas à préconiser un changement vers d'autres religions, et c'est pour ça que par rapport à l'Europe, par rapport à la France où il vivait, il voulait vraiment faire que les Européens, les Occidentaux, se recentrent sur leur tradition, sur la tradition chrétienne. Mais en fait, son exemple à lui, c'était sa voie personnelle, qu'il ne cherchait pas à communiquer spécialement aux autres. Lui, il avait
ça facilitait certainement pour lui. C'était vers une autre religion, mais néanmoins, il restait... Et d'ailleurs, jusqu'au bout, il s'est senti quand même très catholique, ce qui est assez surprenant pour beaucoup. Oui, absolument. Oui. Finalement, il était quand même fort influençable. Peut-être, oui. Peut-être qu'il était... En tout cas, il avait une ouverture d'esprit qui est assez difficile, certainement à comprendre pour tous, parce que il voyait son initiation dans d'autres traditions sans être une barrière pour sa propre foi, sa propre spiritualité, et puis il ne voyait pas les choses en opposition. Il arrivait à... Lui, son message était de se refocaliser sur quelque chose de central, peu importe presque les moyens, en fait. Ok. Merci Samuel et bravo. Merci. Merci Pierre. J'ai une question de David dans le chat qui te demande: croyez-vous que René Guénon était en avance sur son époque, et s'il vivait maintenant, est-ce que ses idées seraient plus répandues? Oui, certainement. Je pense qu'il était en avance sur son époque parce qu'il était clairement un personnage assez hors norme. Et même encore aujourd'hui, si on a du mal à le classer, c'est parce qu'il était comme ça un peu hors norme, polyglotte. Il arrivait à Paris, il maîtrisait parfaitement le français, l'anglais, l'arabe, l'hébreu, le chinois. D'où est-ce que tout ça lui est venu? On ne sait pas très bien, honnêtement. Et il avait vraiment cette ouverture d'esprit qui lui permettait d'aller vraiment plus vite que son époque et d'anticiper la crise d'un monde qu'il voyait à cette époque-là, qui est finalement encore plus forte aujourd'hui. Et je trouve que oui, il était en avance sur son époque, mais après, ces idées, elles ont beaucoup marqué les intellectuels en France de cette époque-là, et donc ça a contribué aussi peut-être à faire bouger certaines choses dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ces idées pourraient être davantage répandues ou s'il y aurait des conséquences différentes. Mais en tout cas, la bonne chose, c'est qu'on a encore accès à tous ces livres. Alors, je dois vous avertir que si vous n'avez jamais lu René Guénon, ces livres sont assez difficiles à lire, mais néanmoins, ils sont très intéressants. Donc, il ne faut pas forcément se jeter dans n'importe quel de ces livres en espérant tout comprendre du début à la fin, parce que ce n'est pas évident, mais il y a certainement beaucoup à en tirer. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste pour te faire part d'un message de Claudie et Alan qui te disent: c'était très intéressant d'apprendre tout ceci sur cet homme. Merci. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un désire poser une question ou avait simplement envie de partager quelque chose sur ce sujet? S'il vous plaît, je veux demander quelque chose. Bien sûr. Oui. Merci. Samuel, je crois que vous avez dit qu'il pensait qu'il y avait une vérité humaine qui était partagée par toutes les traditions religieuses. J'ai pas compris une quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il y avait une vérité, un noyau, comme on disait, de vérité dans toutes les différentes religions? Oui. Je veux demander, c'est quoi exactement la chose qui est le même entre les différentes religions? C'est une question de quelque chose de moral, de la communauté, de la vérité, de la nature de l'univers, ou quoi exactement? C'est une question qui est vraiment fondamentale, et merci de la poser parce que j'aurais dû en parler effectivement. Et c'est une question qu'on se pose en fait. Qu'est-ce que c'est que ce message unique, cette tradition primordiale commune à tous? Et en fait, il ne va jamais s'exprimer dessus. Donc, on voit bien que c'est intentionnel en fait.
moi, je pense qu'il ne cherche pas à communiquer dessus parce que c'est à chacun, en fait, de découvrir ce message et c'est quelque chose qui peut-être ne peut simplement pas être compris par tous s'il est transmis, s'il est simplement exposé de but en blanc comme ça. Et donc, à chaque fois, lui, il appelle au message, mais il ne va jamais dire ce que c'est que ce message commun. Donc, je pense que ce message, il est à découvrir, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans une tradition, qu'on rentre dans cette initiation. C'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra comprendre quel est ce message, mais, euh, mais en dehors de cela, il ne nous donne pas les solutions. Bon, merci, c'est intéressant. Merci, Samuel. Merci, Paz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question ou quelque chose à partager? Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je voulais te remercier. Merci, Samuel. Merci à tous, hein. Merci Mina. Et j'ai trouvé que c'était... clair. Pardon, excuse-moi, je parlais en même temps. Pardon, non, je disais que j'espère que vous avez trouvé ça clair et surtout que ça vous a donné envie de lire quelques-uns de ces livres qui gagnent à être connus clairement. En tout cas, je trouvais que ce message universel du fait qu'il y a une pensée commune dans toutes les religions et peut-être même au-delà des religions, dans toutes les traditions, ce qui pourrait rassembler les gens qui aussi sont non-croyants, était très intéressant et vraiment novateur. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à la conférence. Et n'hésitez pas à vous tenir informés sur toutes les activités que propose l'Alliance et à notre prochaine conférence. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.